Les prévisionnistes ont émis un avis d'ouragan. Les chiffres sont effrayants. Les vents atteindront 650 km/h. La dépression annoncée a un diamètre de 25 750 km et va persister durant des centaines d'années. Heureusement, aucune ville n'est en danger car cette tempête se déroule sur la planète Jupiter. La grande tache rouge de Jupiter correspond à un ouragan au-delà de la catégorie 20. Cette tempête se trouve à 800 millions de kilomètres de la Terre. Mais quels effets produirait-elle sur notre planète? Une tempête de la même intensité que la grande tache rouge serait dévastatrice. Le niveau de la mer monterait de plusieurs centaines de mètres. Par ailleurs, cette tempête se déplacerait si lentement qu'elle donnerait l'impression de durer éternellement. La tempête continuerait très longtemps. Ce serait un enfer. Attention, voici le pire péril de l'espace. Une méga-tempête dans le système solaire. Notre système climatique est propre à la Terre. D'autres planètes connaissent des tempêtes qui dépassent l'imagination et subissent des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Mais cela pourrait-il arriver? Et si oui, pourrions-nous survivre à ces périls de l'espace? Dans notre système solaire, la planète Jupiter est un mastodonte. Sa masse est égale à 2,5 fois celle de toutes les autres planètes combinées. Sur cette géante se déchaîne la plus grande tempête du système solaire. Un gigantesque système dépressionnaire avec des vents de 650 km/h, connu sous le nom de Grande Tache Rouge. Que se passerait-il si une telle tempête s'abattait sur la Terre? Ce serait un véritable cauchemar. Les satellites météo repèrent un énorme ouragan en haute mer. Jusqu'à présent, notre planète n'a encore jamais connu de vent de plus de 320 km/h. Les ouragans provoquent déjà d'énormes dégâts. Alors imaginez des vents de 650 km/h. Avec un vent 2 fois plus rapide, l'énergie dégagée est 4 fois supérieure. Ça ferait des ravages. En 2012, les villes côtières américaines ont été dévastées par l'ouragan Sandy. Face à cette tempête encore plus puissante, les côtes seraient confrontées à un danger extrême. En comparaison, Sandy apparaîtrait comme mineur. Comme tout ouragan se formant au-dessus de la mer, il provoquerait une marée de tempête. La mer monterait. Ce serait terrifiant. On verrait un gigantesque mur d'eau arriver sur nous. Lors de l'ouragan Sandy, certaines zones ont été dévastées par une onde de tempête de près de 3 mètres de haut. Mais les effets de cet ouragan seraient 20 fois pires. Avec une onde de tempête de plus de 60 mètres, de nombreuses villes côtières seraient totalement submergées. Fort heureusement, cette tempête géante, connue sous le nom de Grande Tache Rouge, se trouve sur Jupiter, la 5e planète à partir du Soleil, à environ 800 millions de kilomètres de la Terre. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Si grande qu'on pourrait y faire tenir 1300 fois la Terre. Elle possède 67 lunes connues. Elle tourne sur elle-même en 10 heures et décrit son orbite autour du Soleil en 12 ans. Cette planète est une énorme boule de gaz et de liquide. La température y est glaciale, moins 145 degrés. Son atmosphère turbulente est le siège d'éclairs, de pluies d'hélium, de courants de jet et de violents vents tourbillonnaires. La plupart de ces tempêtes sont petites à l'échelle de Jupiter, mais l'une d'elles est colossale. Son nom, la Grande Tache Rouge. La Grande Tache Rouge est cette énorme perturbation tourbillonnaire de l'hémisphère sud de Jupiter. Elle est si grosse qu'on pourrait y faire tenir 2 fois la Terre. Elle fait environ 26 000 km d'est en ouest et 13 000 km du nord au sud.
Sur Terre, de telles tempêtes sont connues sous le nom d'ouragan ou de typhon. Le plus grand cyclone jamais enregistré qui a frappé le Japon en 1979 est le typhon Type, avec un diamètre de plus de 2200 km. Sur Jupiter, la grande tache rouge est 70 fois plus étendue. Cette méga-tempête est également très vieille. Sur Terre, le record de longévité est détenu par le typhon John, qui a survécu 31 jours en 1994. À ce jour, la durée de vie de la grande tache rouge est déjà 4100 fois supérieure. La grande tache rouge est connue depuis environ 350 ans. Ce gigantesque cyclone a été découvert par les premiers astronomes dans les années 1660. On l'a découverte il y a quelques centaines d'années, mais elle est peut-être encore plus vieille. On ne sait pas. La grande tache rouge est généralement comparée aux ouragans terrestres car il s'agit d'un système tourbillonnaire, également appelé vortex. Sur Terre, les ouragans sont classés sur une échelle de 1 à 5. En 2005, l'ouragan Katrina a déployé des vents soufflant à 280 km/h. Il se classait ainsi dans la catégorie 5, laquelle inclut tous les cyclones dont les vents sont supérieurs à 249 km/h. Sur Jupiter, une classification de 1 à 5 ne serait pas suffisante. Si on compare la vitesse des vents de la grande tache rouge de Jupiter à celle des ouragans terrestres, la grande tache correspond à un ouragan au-delà de la catégorie 20. La tache de Jupiter est un ouragan à l'envers. Elle tourne en sens inverse par rapport au cyclone terrestre. La grande tache rouge se trouve dans l'hémisphère sud de Jupiter. Sur Terre, les dépressions, comme les ouragans qui se forment dans l'hémisphère sud, tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, celle-ci tourne dans le sens contraire. Autre particularité de la grande tache rouge, il s'agit d'une zone de haute pression. Au contraire, les ouragans terrestres sont tous des zones de basse pression. Dans les ouragans terrestres, les vents les plus rapides soufflent près du centre, autour de l'œil. À l'inverse, dans la grande tache rouge, les vents les plus rapides tourbillonnent à la périphérie. Qu'adviendrait-il si un de nos avions était pris dans l'un des vents les plus rapides de la grande tache rouge, soufflant à 650 km/h dans une bande de près de 5000 km de largeur? Cet appareil est un Hercule C-130, un avion de transport militaire spécialement équipé pour les chasseurs d'ouragans, des experts prêts à traverser les tempêtes les plus violentes pour améliorer les prévisions météo. On pourrait penser qu'un avion serait déchiqueté par les vents de la grande tache rouge. À la périphérie de la tempête, les vents sont très rapides. Ils soufflent à 650 km/h, ce qui est énorme. Mais au centre, c'est assez calme. Cela semble incroyable, mais c'est pourtant vrai. L'appareil des chasseurs d'ouragans survivrait facilement à une telle tempête. « 650 km/h, surtout avec une très faible turbulence, c'est largement supportable pour l'appareil et tout à fait gérable pour les pilotes. C'est à peu près la vitesse à laquelle vole l'avion. Il peut facilement supporter ce type de vent. En fait, les avions comptent parmi les rares structures qui en ont la capacité. Les mystères de la grande tache rouge de Jupiter ne se limitent pas à sa taille et à sa puissance. Les scientifiques s'interrogent également sur son âge. Quel étrange processus entretient le mouvement de rotation de ce gigantesque vortex depuis des centaines d'années? C'est un cannibale sélectif qui sait choisir ce qu'il mange. Mais de quoi se nourrit donc ce cannibale géant? Et peut-il continuer à festoyer indéfiniment? La grande tache rouge de Jupiter est une énorme tempête avec des vents soufflant à 650 km/h à sa périphérie. Centrée à 22 degrés de latitude sud, elle se déplace lentement vers l'ouest.
Aussi grande soit-elle, elle ne couvre qu'un faible pourcentage de la surface de la planète géante. Et pourtant, une grande tache rouge couvrant la même proportion de la surface de la Terre serait gigantesque. Son diamètre atteindrait 2330 km. Si la Terre avait sa propre tempête, comme la tache rouge, elle serait centrée à 22 degrés sud. Par exemple, au-dessus de l'actuel emplacement de Rio de Janeiro. Et elle serait immense, aussi large que le continent sud-américain à la même latitude. La baie de Rio a la forme d'un bol ouvert sur la mer. Les vents violents pousseraient l'eau jusqu'au pied des montagnes environnantes. L'eau s'accumulerait et le niveau monterait de plusieurs centaines de mètres pendant quasiment 40 jours, le temps que la tempête passe. Au-dessus de la ville se dresse la célèbre statue du Christ Rédempteur, 30 mètres de haut et 700 tonnes. Comme d'autres monuments et grands bâtiments, elle est conçue pour résister à des vents jusqu'à 300 km/h. Cette statue est en béton armé. Des vents de 650 km/h exerceraient une pression telle qu'il ferait éclater la base. La statue s'effondrerait probablement d'un coup et se fracasserait au sol. Mais bien sûr, la grande tache rouge ne se trouve pas sur la Terre, mais sur Jupiter. Par quel mécanisme ce vortex géant tourbillonne-t-il depuis 350 ans, voire plus? Première explication possible, cette tempête ne passe pas sur des terres comme les ouragans sur notre planète. Dès qu'ils touchent les côtes, nos ouragans faiblissent et se dissipent. Jupiter ne possède pas de surface solide. Et pourtant, toutes les dépressions qui s'y forment finissent par disparaître. Seule la grande tache rouge se maintient. Il y a différentes théories sur la persistance de la grande tache rouge. Selon l'une d'elles, en présence de deux courants de jet de direction opposée, il se forme de petites vagues qui peuvent donner naissance à des sortes de roues, des petits engrenages entre ces deux flux d'air opposés. C'est la théorie qui fait le plus d'adeptes à l'heure actuelle. Mais il se pourrait aussi que la grande tache rouge soit une sorte de monstre qui continue à tourner en avalant de petites tempêtes qui ont la malchance de passer trop près. La grande tache de Jupiter est presque un être vivant. Elle avale d'autres vortex, de petits ouragans qui ont le même sens de rotation qu'elle. Et elle repousse ceux qui ne tournent pas dans le même sens. C'est un cannibale sélectif qui sait choisir ce qu'il mange et qui se nourrit autant de fois qu'il faut pour ne pas mourir. Pourtant, la tempête montre déjà des signes de vieillesse. Sa fin serait-elle proche? La grande tache rouge n'est pas statique. Elle évolue en permanence. En fait, elle est 2 fois moins grosse qu'il y a 100 ans. On pense que la grande tache aura une durée de vie limitée dans le temps. Elle pourrait disparaître aux alentours de 2040. Beaucoup d'entre nous en seront témoins. L'atmosphère de Jupiter continuera de bouillonner sans être affectée par la mort de sa tempête géante jusqu'à ce qu'une autre se forme. L'avenir de la grande tache rouge reste un mystère. Mais certains scientifiques espèrent comprendre le fonctionnement de cette étrange tempête en créant leur propre tache rouge en laboratoire. Sur Jupiter, les jours de mauvais temps s'enchaînent. Au-dessous de l'ammoniac coloré présente dans la partie supérieure de la couche nuageuse se trouve une couche de vapeur d'eau favorable à la formation d'orages. Dans ces orages, des gouttelettes d'eau et des particules de glace frottent les unes contre les autres et se percutent, ce qui leur confère une charge électrique. Une partie du nuage est chargée positivement et l'autre négativement. Ça génère un fort champ électrique, propice à la formation d'éclairs géants. Ces champs électriques sont si forts que les éclairs sont bien plus puissants que sur la Terre. Aux États-Unis, on dénombre une centaine de milliers d'orages par an qui sont à l'origine de
Supposons qu'un éclair comme ceux qu'on observe sur Jupiter, d'une puissance plusieurs fois supérieure aux éclairs terrestres, frappe une de nos lignes électriques. Le réseau supporterait peut-être une décharge, mais sous une pluie d'éclairs, il rendrait l'âme. Au lieu de produire les petites coupures de courant habituelles, cet orage pourrait plonger une ville entière comme Chicago dans l'obscurité totale. Sur Terre, les nuages d'orage peuvent atteindre 20 km de haut et présenter une structure complexe. Depuis l'espace, on ne peut observer que la couche externe de la Grande Tache Rouge. Or, pour en comprendre le fonctionnement, les scientifiques ont besoin de visualiser sa forme en 3 dimensions. Dans ce but, des chercheurs de Los Angeles ont recours à la simulation numérique. Ils travaillent avec de simples réservoirs de liquide posés sur des plateaux tournants, ce qui leur permet de simuler l'atmosphère des planètes. Nos expériences de réservoirs tournants montrent de manière assez simple que la mise en rotation d'un fluide entraîne naturellement le développement de vortex stables à grande échelle, comme ceux qu'on observe sur les planètes gazeuses, notamment la Grande Tache Rouge. L'atmosphère de Jupiter est stratifiée en couches. À haute altitude, le gaz est ténu. À mesure que l'on s'enfonce dans l'atmosphère, ce gaz se densifie jusqu'à ce qu'une force de gravité phénoménale le fasse passer à l'état liquide. Il n'y a pas de surface solide. Le directeur du laboratoire, Jonathan Hornou, assiste à une nouvelle expérience insolite réalisée par un professeur invité, Michael Lebars. Dans ce réservoir, le liquide est stratifié comme l'atmosphère de Jupiter. On a fabriqué des réservoirs où le liquide le plus dense est en bas et le moins dense en haut. Sous nos yeux, va peut-être apparaître la toute première représentation en 3 dimensions de la Grande Tache Rouge. Dans ce réservoir stratifié, la structure se développe en l'espace de quelques minutes, prenant la forme d'une galette aplatie. Sur Jupiter, la Grande Tache Rouge couvre une zone étendue, mais elle est incroyablement fine, contrairement aux ouragans et aux orages terrestres qui s'étirent jusqu'à toucher la surface de la planète. Simuler la Grande Tache Rouge en laboratoire n'est qu'une première étape pour en comprendre le fonctionnement. Mais une autre équipe est allée plus loin en perçant l'un des secrets de cette énorme tempête. Après avoir observé la tache rouge pendant 350 ans, les astronomes ont découvert qu'elle pourrait s'auto-alimenter en engloutissant ses innocentes voisines, d'autres tempêtes plus petites se trouvant sur son chemin. Toutefois, si certains de ces mystères ont été élucidés, une énigme continue de défier les chercheurs. Pourquoi cette couleur rouge? C'est une des grandes questions non résolues de la planétologie. Même les plus grands ouragans terrestres sont blancs lorsqu'on les observe depuis l'espace. En effet, l'eau réfléchit de la lumière blanche. La Grande Tache Rouge doit donc être composée d'autres éléments. On vient de réaliser une expérience en laboratoire dont on pense qu'elle répond à la question. Au Jet Propulsion Laboratory en Californie, des scientifiques ont récemment entrepris de résoudre ce mystère, vieux de plusieurs siècles. Tous les ouvre lentement, mais en même temps. Avec Robert Carlson, j'ai recréé Jupiter en laboratoire. On a mis de l'ammoniac et d'autres gaz pour essayer de reproduire la tache rouge. On a échoué un certain nombre de fois. On a obtenu des taches vertes au lieu de taches rouges, ce qui nous a surpris. Mais les deux chercheurs ne baissent pas les bras. Et en octobre 2012, ils dévoilent enfin la probable raison de l'étonnante couleur rouge de la tempête géante. C'est en jonglant avec les composés chimiques détectés sur Jupiter qu'ils ont fini par obtenir la bonne combinaison. Le premier ingrédient est une dose d'ammoniac comme celui qu'on trouve dans les nettoyants ménagers. On ajoute ensuite de l'acétylène, le gaz utilisé pour le soudage au chalumeau, et enfin des rayons ultraviolets, comme ceux que nous envoie le Soleil. Résultat, les deux gaz se séparent et se recombinent, formant des composés complexes très semblables à ceux qu'on observe sur Jupiter. C'est très ressemblant. Je crois qu'on peut dire Eureka. Le mélange d'ammoniac et d'acétylène testé par les deux chercheurs
s'est transformé en élément chimique dont la couleur correspond presque exactement à celle de la grande tache rouge. 350 ans plus tard, le mystère est enfin résolu. Pourtant, ce n'est pas la couleur de la grande tache rouge, mais sa taille, sa vitesse et sa longévité qui ont enflammé notre imagination et nous ont fait réaliser que chaque planète possède sa propre météo. On a commencé à se demander quel temps il faisait sur Jupiter, sur Neptune. C'est la première chose qu'on demande quand on appelle un ami qui habite sur la côte Est. Quel temps il fait chez toi? La météo de Jupiter nous amène naturellement à nous demander ce qu'il adviendrait si la Terre était soumise à de telles perturbations extrêmes. Que l'on se rassure, il est impossible qu'une tempête comme celle de Jupiter s'abatte sur notre planète. Mais nous avons nos propres super-tempêtes comme l'ouragan Sandy qui a montré qu'en matière de météo, c'est certain, la taille compte. Aujourd'hui, la météo prévoit une température de 480 degrés, une pluie continue d'acide sulfurique et une pression atmosphérique tellement élevée que le squelette humain n'y résistera pas. L'enfer sur Terre? Non. Juste une journée ordinaire sur Vénus. Mais selon les scientifiques, le climat vénusien offre un avant-goût de ce qui attend notre planète. L'effet de serre sur Terre va s'emballer. Ce n'est qu'une question de temps. Que se passerait-il si cela devait se produire demain? Ce serait terrible. Nous serions carbonisés et totalement écrasés. Notre système climatique est propre à la Terre. D'autres planètes connaissent des tempêtes qui dépassent l'imagination et subissent des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Mais cela pourrait-il arriver? Et si oui, pourrions-nous survivre à ces périls de l'espace? Imaginez, vous vous réveillez un matin sur une Terre complètement différente, soumise aux conditions météo infernales qui règnent sur Vénus. La situation n'a rien de réjouissant. En fait, pour nous, c'est même la fin du monde. Nos lacs et nos océans se mettent à bouillir et s'évaporent. Nos villes se transforment en brasiers géants. Nos monuments se dissolvent dans un torrent d'acide sulfurique. Si le climat vénusien gagnait subitement la Terre, on passerait une mauvaise journée. Un tel scénario paraît inconcevable. Pourtant, la plupart des scientifiques le tiennent pour inévitable. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent de comprendre comment les choses ont pris un tour aussi dramatique sur Vénus. C'est un aperçu peu rassurant de l'évolution à très long terme du climat sur Terre. Pour comprendre comment la machine climatique terrestre pourrait être touchée par un effet de serre galopant, il faut comprendre comment ce processus est survenu sur Vénus, une planète qui était initialement très semblable à la nôtre. Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil. Et on la surnomme parfois la sœur jumelle de la Terre, car elle a presque la même taille et possède une atmosphère nuageuse. Vue de l'espace, elle paraît en tout point pareille. Mais pour ce qui est de la météo, les deux planètes n'ont strictement rien de commun. La principale différence, c'est que Vénus possède une atmosphère bien plus épaisse. La température est de 480 degrés. C'est plus chaud qu'un four de boulanger et supérieur au point de fusion de l'étain et du plomb. On pourrait penser que s'il y fait si chaud, c'est parce que Vénus est plus proche du Soleil. Pourtant, si on prenait la Terre et qu'on la plaçait à la même distance de notre étoile, sa température globale ne s'élèverait que de 10 à 15 degrés. La chaleur n'empêcherait pas pour autant la vie de se développer. Ce qui rend Vénus bien plus chaude que la Terre, c'est l'épaisseur de son atmosphère. Sur Terre, l'air est un mélange gazeux léger. Sur Vénus, c'est une soupe épaisse et brûlante.
La caractéristique de loin la plus importante est que l'atmosphère vénusienne est environ 100 fois plus dense que la nôtre. Cela conditionne toutes les facettes de son climat. L'atmosphère est tellement épaisse que marcher sur Vénus serait comme marcher sous l'eau. Essayer de se déplacer serait extrêmement difficile. On aurait un mal fou à avancer à travers l'atmosphère vénusienne. Bien que les vents de surface soient calmes sur Vénus, même une légère brise peut causer des problèmes. Les vents à la surface sont assez faibles. Ils soufflent à seulement quelques kilomètres à l'heure. Mais puisque la densité atmosphérique est 95 fois plus élevée, le vent à une vitesse donnée a 95 fois plus de force pour vous emporter. C'est un peu comme si vous étiez dans une rivière. Un vent de 10 à 15 km/h vous renverserait. Si vous partiez sur Vénus faire du tourisme, vous seriez sans doute pressé de visiter les sites. Mais vous subiriez aussi un autre genre de pression à laquelle vous ne pourriez pas survivre. La pression à la surface équivaut à celle qui règne à 1000 mètres sous nos océans. Les plongeurs ne peuvent pas aller aussi profond sans être écrasés. Et c'est pareil sur Vénus. Prenez une masse de 100 kg et posez-la sur chaque centimètre carré de votre peau. En quelques secondes, vous serez écrabouillé comme une coquille d'œuf. Toutefois, la pression n'aurait peut-être pas le temps de vous tuer, car la chaleur vous ferait cuire avant. Sur Terre, le record absolu de température a été enregistré le 10 juillet 1913 dans la vallée de la Mort, quand le thermomètre est monté à 57 degrés Celsius. Mais cela serait même bien plus frais que le jour le plus froid sur Vénus. La température est de 420 à 480 degrés, autant que la température de pyrolyse de votre four. L'homme explore Mars depuis des années avec un succès remarquable. Mais sur Vénus, la chaleur extrême rend l'exploration pratiquement impossible. Sur Mars, on peut faire atterrir un robot et l'y laisser pendant 6 ans. Sur Vénus, faites atterrir ce même robot et il fondra. Les soudures des composants électroniques deviendraient liquides et se mettraient à couler. Et contrairement à la Terre où il règne une grande diversité de climats, sur Vénus, il est impossible d'échapper à la fournaise. L'atmosphère de Vénus est si épaisse que les conditions à la surface varient très peu entre l'équateur, les pôles, la phase diurne et la phase nocturne. Même quand il fait nuit, les roches rougeoient légèrement sous l'effet de leur propre chaleur. Vous les verriez briller d'une lueur rouge orangée tellement il fait chaud. Imaginons que la température sur Terre atteigne les 480 degrés. Alors que le thermomètre grimpe inexorablement, les villes du monde entier commencent à brûler. Bradbury avait raison, le papier s'enflamme à 451 degrés Fahrenheit, soit 232 degrés Celsius. Partout, les gratte-ciels se transforment en autant de tours infernales. Les pièces situées sur l'extérieur des bâtiments brûleraient le plus fort, car elles seraient les plus exposées à la fournaise environnante. Les façades se détacheraient et commenceraient à tomber. L'acier se met à ramollir et à perdre sa rigidité aux environs de 300 degrés. Alors que les incendies ravagent la planète, tous les bâtiments, des simples maisons jusqu'au gratte-ciel, brûlent et s'effondrent. Malgré sa température infernale et sa pression écrasante, Vénus présente une surface étonnamment calme et dégagée. Mais quand on s'élève dans les nuages, cette température et cette pression uniforme cèdent la place à des contrastes extrêmes de chaleur et de froid. Ils donnent naissance à des phénomènes rivalisant avec les plus violents orages terrestres.
Les nuages au sommet de l'atmosphère vénusienne sont en superrotation. Ils font le tour de la planète en 4 ou 5 jours terrestres à une vitesse de 300 km/h. Un peu comme les ouragans sur Terre. La circulation sur Vénus provient du contraste entre le chaud et le froid. Le soleil tape sur la face éclairée, tandis que la face cachée ne reçoit aucun rayonnement solaire. C'est ce déséquilibre qui crée les vents violents qui tournent autour de la planète. Quand ils atteignent les pôles, ces vents engendrent l'un des phénomènes climatiques les plus étranges du système solaire. Un cyclone à 2 yeux. Les nuages vénusiens en superrotation ont une autre caractéristique déplaisante qui rendrait le port du parapluie totalement inutile. Les nuages vénusiens sont chargés d'acide sulfurique. Ils ne seraient pas très agréables pour les êtres humains. Il ne vaudrait mieux pas les traverser en avion avec les hublots ouverts. D'autant que lorsqu'il pleut, ces nuages libèrent de l'acide sulfurique presque pur. Sur Terre, nous avons des centrales au charbon dont les émissions se dissolvent dans l'eau de pluie pour générer des pluies légèrement acides. Sur Vénus, les pluies acides dépassent l'entendement. Il fait si chaud sur Vénus que les pluies acides s'évaporent avant de toucher la surface. Mais que se passerait-il s'il pleuvait de l'acide sulfurique à la surface de la Terre ? Une expérience consistant à mélanger de l'acide sulfurique et du sucre montre ce que cela donnerait sur le corps humain. J'ai de l'acide sulfurique dans ce récipient. Et ici, un composé organique riche en carbone, en hydrogène et en oxygène, à savoir du sucre, comme on en trouve dans n'importe quelle cuisine. Je vais y ajouter l'acide sulfurique qui va lui retirer son eau, le déshydrater et produire une violente réaction chimique. D'abord, je vais me protéger pour ne pas respirer les vapeurs. Verser l'acide sulfurique dans le sucre, comme je le fais maintenant, montre ce qui se passerait sur Vénus si l'acide sulfurique de l'atmosphère entrait en contact avec une forme de vie organique. Voilà, c'est mélangé. Je m'éloigne. L'acide sulfurique transforme le sucre en un serpent de carbone presque pur. S'il pleuvait un jour de l'acide sulfurique sur Terre, la plupart des êtres vivants seraient donc immédiatement changés en colonnes de carbone. Mais que deviendraient les villes et les monuments ? Paris. Si un déluge corrosif d'acide sulfurique s'abattait sur la structure métallique de la Tour Eiffel. Quand l'acide sulfurique touche l'acier, il le transforme en sulfate de fer. Le sulfate de fer est friable, granuleux, il peut cristalliser, il est cassant et ne contribue aucunement à la solidité. Il se formerait une sorte de nuage vert autour de la Tour Eiffel à cause de cette grande quantité d'acide en train de se déverser. Ensuite, on commencerait à voir apparaître les premiers signes de défaillance dans les arcs qui soutiennent la structure. Et aussi une légère déformation. Certains rivets commenceraient à céder, et à ce moment-là, l'édifice se tordrait sous son propre poids, puis s'effondrerait. Vénus n'a pas toujours été en proie à cette chaleur terrible, cette pression écrasante et ces pluies d'acide sulfurique. À une certaine période, le climat était calme et l'eau abondante. Mais un processus s'est alors mis en route dont nous pouvons tirer une leçon cruciale pour l'avenir de la vie sur notre propre planète. À l'origine, il y avait de l'eau sur Vénus, avant qu'une catastrophe climatique ne la transforme en désert.
Cette catastrophe est capitale pour comprendre son climat. Et pour bien le comprendre, il faut imaginer ceci. Une partie de l'histoire trouve peut-être ses racines dans les impacts géants que la Terre et Vénus ont toutes deux subis peu de temps après leur formation. Alors que la jeune Terre refroidissait, une planète de la taille de Mars l'a percutée avec une violence phénoménale. Cette collision a accéléré la vitesse de rotation de notre planète, dont l'immense noyau de fer liquide a créé un champ magnétique. Celui-ci la protège des dangereuses particules chargées émises par le Soleil. Sans lui, elle pénétrerait dans notre atmosphère et en emporterait la majeure partie. Vénus aussi a été frappée par un gigantesque corps céleste, mais avec un résultat très différent. L'impact a ralenti sa rotation à tel point qu'il lui faut 243 jours terrestres pour tourner une seule fois sur elle-même. Selon certains, cette lenteur explique pourquoi elle est dépourvue de champ magnétique. Son absence de champ magnétique a largement contribué à en faire l'endroit invivable qu'elle est aujourd'hui. Après ces débuts violents, la Terre et Vénus ont refroidi pour donner des planètes très similaires, du moins au début. Il y a environ 4,5 milliards d'années, quand la Terre et Vénus se sont formées, elles étaient très semblables par leur masse et leur forme. Vénus devait alors ressembler au volcan hawaïen Kilauea, mais n'étant pas protégée par un champ magnétique, son atmosphère était à la merci des particules solaires chargées. Celles-ci ont décomposé sa vapeur d'eau, séparant l'hydrogène de l'oxygène, puis dispersant l'hydrogène dans le cosmos. Les molécules d'eau ont éclaté, l'hydrogène a été emporté, l'oxygène s'est lié au carbone pour faire du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant un puissant gaz à effet de serre, plus de dioxyde de carbone veut dire plus de chaleur. Vénus a fini par franchir un seuil critique. Elle est devenue trop chaude pour que l'eau puisse exister à sa surface. Que se passerait-il si la Terre franchissait elle aussi ce seuil? Le lac Michigan à Chicago. Comme la température s'élève vers le point d'ébullition, cette vaste étendue d'eau vit ses dernières heures. À haute température, l'eau bout très vite. Arrivé aux environs de 300 degrés, il n'y a plus grand-chose qui puisse l'empêcher de faire et de s'évaporer. Le lac Michigan se transformerait en un immense et épais nuage. Vénus a passé ce seuil critique il y a peut-être plus de 3 milliards d'années en raison d'un effet de serre galopant. La température a continué de grimper pour atteindre finalement 480 degrés. Depuis, le climat est resté torride. Mais il y a 600 millions d'années, Vénus a subi un autre cataclysme planétaire. Une série d'éruptions volcaniques si monumentales qu'elles ont entièrement redessiné son visage. On pense qu'il y a 600 millions ou 1 milliard d'années, il y a eu une libération massive d'énergie volcanique à la surface. Le magma, s'échappant des fissures, a remodelé toute la planète. Comment cela a-t-il pu se produire? Tout s'explique par l'absence d'eau. Sur Terre, les continents flottent sur le manteau liquide, créant des rifts et des volcans par lesquels s'évacue la chaleur interne dans un processus continu qu'on appelle la tectonique des plaques. Mais cela nécessite de l'eau. Sur Terre, ce mécanisme est facilité par l'eau liquide présente dans les océans et dans les roches qui forment la croûte terrestre. Sur Vénus, on n'a pas cette hydratation de la croûte qui rend possible la tectonique des plaques. Tous les quelques millions d'années, il peut donc y avoir un gigantesque vomissement de lave en fusion qui remodèle toute la surface de la planète. Mais cette catastrophe n'a pas fait que modifier l'aspect de Vénus. Elle a rendu l'environnement encore plus hostile.
Quand on recouvre toute une planète de lave, on émet d'immenses quantités de gaz nocifs dans l'atmosphère. C'est sans doute cet événement qui a donné à Vénus les caractéristiques qu'on lui connaît aujourd'hui. Certains disent que Vénus est une sinistre anticipation de ce qui pourrait arriver chez nous si le réchauffement climatique actuel conduisait à un emballement de l'effet de serre. Mais même si nous pouvions résoudre ce problème, le Soleil est lui-même voué à se réchauffer pendant des centaines de millions d'années. De ce fait, il est probable que la Terre subira le même sort que Vénus. L'effet de serre sur Terre va s'emballer à mesure que le Soleil deviendra plus lumineux et on prendra le même chemin que Vénus. Mais pas tout de suite. Ça se produira dans 100 à 500 millions d'années. Le climat vénusien est un aperçu de ce qui va arriver sur Terre. Dans un avenir très lointain, nous devrons affronter les mêmes conditions que Vénus actuellement. Heureusement, nous n'avons pas à les affronter aujourd'hui. Car si c'était le cas, nos lacs et nos océans disparaîtraient, nos bâtiments se liquéfieraient, nos monuments s'effondreraient. Mais le fait qu'un emballement de l'effet de serre soit même théoriquement possible sur notre planète